Bonjour et bienvenue à cette capsule intitulée Cachemire, protagoniste, ambition, géopolitique des protagonistes. Donc, comme vous pouvez le voir au tableau, on va procéder en 5 temps. Donc, en premier lieu, révolte contre le pouvoir indien, instrumentalisation, mimétisme et Afghanistan, le nucléaire et l'équilibre de la terreur, ainsi que les deux points de vue des deux protagonistes principaux que sont l'Inde et le Pakistan. Donc nous avons vu lors des capsules précédentes un peu le côté historique du conflit au Cachemire avec les trois guerres traditionnelles que se sont livrées donc l'Inde et le Pakistan à propos de cette région-là du monde, donc des guerres qu'on appelle des guerres conventionnelles. Et maintenant, on s'en va un petit peu plus dans le récent, donc à une époque qui est plus proche de nous, donc dans les années 1990. C'est ce qu'on va voir donc ici avec les 5 différents points, donc les années 1990 et un petit peu le début des années 2000. Donc d'abord, premier point. Révolte contre le pouvoir indien. Donc, il faut savoir que il y a toujours eu des différences, toujours eu des conflits entre les hindous et les musulmans, mais en 1989, la population donc du Cachemire, la population cachemiri, est complètement découragée en fait du sort que lui livre l'Union indienne comme telle à l'intérieur donc de sa sphère de pouvoir. Donc, la population cachemiri se révolte contre le gouvernement indien et cette révolte prend plusieurs formes. En fait, c'est que la population est excédée, elle est frustrée. La population musulmane, qui je vous rappelle est composée à 80% au Cachemire, est excédée donc du sort que lui réserve l'Union indienne à travers ses pouvoirs. Je vous rappelle que la population musulmane est minoritaire, mais qu'il s'agit quand même d'une minorité qui compte environ 150 à 200 millions de personnes. Donc, ça fait évidemment beaucoup de monde. Donc, ce qui arrive avec la révolte contre le pouvoir indien, c'est que les gens, le mot le dit, les gens se révoltent et plusieurs remettent en cause ce qu'on a vu, la décision du Maharaja, donc du prince hindou. Hein, lors de 1947, le prince hindou a séparé le territoire comme tel du Cachemire, qui était aussi à cette époque-là majoritairement musulman, et il a décidé que ce territoire-là allait appartenir à l'Inde. Donc, on remet, facteur historique, plusieurs membres de la population se révoltent et remettent en question cette décision-là du Maharaja et donc sont frustrés comme tel du pouvoir central indien par rapport à leurs décisions politiques, par exemple. Il y a un exemple qui me vient en tête par rapport au référendum et aussi par rapport aux implications politiques, donc aux différents votes. Et on accuse en fait le pouvoir indien de manipuler en fait les élections. Plusieurs élections sont tombées à l'eau dans un contexte de violence. On ne réussissait pas à tenir des élections parce que certains ministres, en fait plusieurs ministres ont été enlevés, assassinés, etc. Donc, pour la minorité musulmane en Inde, c'est comme si quelqu'un, on ne sait pas trop qui, mais on associe ça au pouvoir indien, voulait empêcher les élections de se tenir et pour, dans le fond, empêcher que la population donne son opinion sur, par exemple, la souveraineté du Cachemire, ou bien, de façon plus réaliste, l'attachement du Cachemire au Pakistan comme tel. Donc, le pouvoir central, on sait que doute un petit peu des prétentions de la population cachemiri. On se doute que s'il y a un vote qui se tient, un référendum, etc., que la population risque de voter plus du côté du rattachement au Pakistan que le statu quo, c'est-à-dire laisser la situation comme elle est, comme étant le Cachemire appartenant à l'Inde comme tel. Donc, une grande révolte au niveau de la population contre
contre le pouvoir indien. Et on sait aussi, si je peux faire un lien avec ce que Gandhi prônait, hein, avant sa mort, en fait, lors de la création du Pakistan et de l'Inde, Gandhi et Nehru aussi d'ailleurs, au Parti du Congrès, prônaient une plus grande égalité entre les musulmans et les hindous, ce qui est un problème qui n'a toujours pas été réglé et qui est encore présent sur le territoire. Donc cette révolte-là a quand même une assise historique, mais aussi une assise réelle dans une situation concrète. C'est que selon le système des castes, d'abord du côté hindou, c'est surtout des brahmanes, donc ceux qui sont au haut de la caste, qui possédaient le pouvoir. Et après le départ des Britanniques, ça continue un petit peu comme ça. Mais aussi, il n'y a pas beaucoup donc de musulmans qui peuvent se faire entendre auprès d'un pouvoir. On va le voir un petit peu plus tard avec le point 5. Un pouvoir indien qui est relativement centralisateur et qui croit être capable de s'occuper de toutes ces minorités et de tous les groupes diversifiés qu'il a sur son territoire. Donc, il y a un petit peu un combat, si on veut, au niveau idéologique entre ce que le pouvoir indien pense être capable de faire au niveau de la gestion de son territoire et l'effectif, qu'est-ce que on se rend compte sur le territoire au niveau de la disparité entre la minorité la minorité musulmane et la minorité hindoue. Deuxième point, instrumentalisation. Donc on est toujours dans les années 80. Donc ici, l'instrumentalisation d'abord ça veut dire se servir de. Dans ce cas-ci, c'est le Pakistan qui se servirait en fait d'une insurrection populaire. Et là, évidemment, il y a un lien avec le point 1, la révolte qu'on vient de voir. Le Pakistan se servirait, instrumentaliserait la grogne, la révolte qu'on a sur le territoire pour mener une espèce de guerre par procuration. Donc, on se rappelle qu'une guerre par procuration, c'est une guerre faite par quelqu'un d'autre. Donc, le quelqu'un d'autre ici, c'est le Pakistan, qui armerait et formerait des militaires pour aller un petit peu faire du grabuge du côté indien. Donc, le Pakistan se sert, instrumentaliserait, dis-je, la grogne qui est déjà présente sur le territoire et dont elle n'est pas responsable, mais elle s'en servirait pour alimenter, si on veut, encore plus cette grogne-là en formant des militaires, formant des rebelles qui iraient déstabiliser le pouvoir central pour finalement montrer encore plus que le pouvoir central indien a perdu en fait le contrôle de la situation et que finalement, au final, il serait intéressant, mais même voire souhaité que le Cachemire soit un territoire qui serait géré au complet et non à un tiers, deux tiers, mais que le Cachemire soit au complet géré par le Pakistan, puisque on a révolte, donc les gens ne sont pas contents. Donc, si les gens ne sont pas contents, le Pakistan pourrait, dans cette hypothèse-là, faire mieux. Donc, finalement, l'instrumentalisation, c'est un prétexte un prétexte supposé, parce qu'on n'a pas de preuve nécessairement concrète de ça, que l'État pakistanais, le gouvernement pakistanais, via son armée, alimenterait plutôt une insurrection qui est déjà présente, de par le point 1, de par la révolte, pour mener une espèce de guerre par procuration contre l'Inde en fournissant des armes, des militaires, etc., etc. Donc ça, c'est pour le point instrumentalisation. Maintenant, si on va avec un autre point qui est le mimétisme Afghanistan, donc le point 3. Si on regarde sur une carte, on ne regardera pas ça maintenant, mais si vous regardez sur une carte dans vos notes de cours qu'on a vu, que je vous ai distribué entre autres et que vous avez dans votre recueil de texte, on voit que l'Afghanistan est bien sûr le pays qui est juste à côté du Pakistan. Je vous rappelle qu'on est dans une zone très montagneuse. On se rappelle aussi que c'est une zone où les talibans sont très actifs,
où d'autres groupes rebelles aussi se seraient cachés, des groupes dits voyous, en fait, selon la classification des États-Unis, comme Al-Qaïda, bon, Ben Laden, etc., etc. Donc, il va avoir comme tel en Afghanistan, autour toujours du début des années 1990, une situation qui va faire qu'on va être tenté, certains vont être tentés de copier, d'où le mot mimétisme, donc dans le sens de, de copier carrément le mimétisme et l'Afghanistan. On va être tenté de copier ce qui se passe en Afghanistan comme tel dans la situation du Cachemire. Donc, les rebelles, on vient de le voir avec l'instrumentalisation, viennent en partie, en majorité en fait, des zones tribales et des zones montagneuses du Pakistan. Donc ces rebelles-là, dont les talibans font partie entre autres, pensent qu'ils peuvent copier ce qui s'est passé en Afghanistan et faire, donc, comme si on créait un précédent, faire la même chose au Cachemire. C'est donc une façon donc de percevoir la situation comme telle. Donc, des mercenaires, des rebelles qui, je vous rappelle, on est en 1989, les Russes ont été chassés d'Afghanistan par ce qu'on appelle les Moudjahidines, donc des rebelles. Ce sont ces rebelles-là qui font du mimétisme. En fait, ou font penser aux rebelles qui sont au Cachemire qu'on peut faire la même chose que ce qui s'est passé en Afghanistan. Donc, si les rebelles ont été capables de chasser les Russes d'Afghanistan, même si c'est dans un autre contexte et qu'il y a beaucoup d'autres éléments qui sont très différents, on pense qu'on serait capable de faire la même chose au Cachemire. Donc, de chasser en fait, de combattre le pouvoir central de l'Inde. Donc, on a notre lien toujours avec le point 1, et de pouvoir créer ou d'associer le Cachemire au Pakistan, un peu sous cet angle d'analyse. Donc, c'est ça en fait le mimétisme. De copier qu'est-ce qui se serait passé en 1989 lors du départ des Russes. Autre point pour ce qui est du mimétisme, et là on est un petit peu plus tard, on parlait de 1900, je peux l'écrire ici, 1989, tantôt, pour le fait de chasser les Russes d'Afghanistan. Prise du pouvoir un peu plus tard, en 1996, je vais l'écrire juste à côté, 1996, des talibans. Donc en Afghanistan, ce qui renforçait encore plus cette idée que c'est possible, que c'est pas possible d'acquérir une certaine forme de pouvoir en chassant d'une part celui qui nous opprime. Dans le cas de l'Afghanistan, c'est les Russes. Dans le cas du Pakistan, ou plus précisément du Cachemire, ça serait le gouvernement central indien. Et que c'est possible également de prendre le pouvoir comme tel, parce que si les talibans l'ont fait, on va peut-être être capable de le faire. D'autant plus qu'il y a des liens entre les combattants talibans et ceux qui traversent donc la frontière qui est juste à côté, je le répète, la frontière de l'Afghanistan et du Pakistan et éventuellement vers le Cachemire et l'Inde. Il y a des liens territoriaux. Carrément, on est capable de passer entre les zones. Je vous rappelle qu'on est en pleine zone montagneuse qui sont relativement difficiles à surveiller. Donc, c'est comme le fief, si vous voulez. Ça a été le fief, en fait, des talibans et potentiellement le fief aussi d'Al-Qaïda et le fief, donc, des rebelles qui, selon le point de vue de l'Inde, partiraient donc de ces montagnes afghanes-là, traverseraient au Pakistan, seraient formés au Pakistan et iraient brouiller les cartes du côté indien. Maintenant, point de vue nucléaire, c'est un petit peu différent dans le sens que l'équilibre de la terreur, en fait, on a vu lors de la définition en classe que l'équilibre de la terreur, c'est lorsqu'on a deux belligérants, dans ce cas-ci deux pays, c'est toujours des pays en fait,
qui possèdent l'arme nucléaire et qui donc, par leur possession de cette arme-là, créent une espèce d'équilibre, une espèce de part chez l'adversaire. Dans ce cas-ci, on a l'Inde qui a acquis l'arme nucléaire en premier, mais tout de suite après le Pakistan. Donc, ça crée une espèce d'équilibre, parce que s'il y en a juste un des deux qui a l'arme nucléaire, ben, les dangers sont plus grands. Si on a deux belligérants principaux qui ont l'arme nucléaire, on crée justement ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur. Donc, personne ne veut faire exploser un dixième de la planète, peut-être même un peu plus dans le cas de toutes les armes nucléaires qui sont présentes sur le territoire. Alors, on reste sur nos gardes et on tente, c'est une façon un peu de pacifier, si on veut, ce qui se passe sur le terrain. Donc, cet équilibre de la terreur, parce que les deux belligérants principaux possèdent l'arme nucléaire. Donc, on essaye, ça crée ça crée un équilibre, une espèce de tension qui est, en guillemets, positive, qui fait que personne n'osera bouger puisque notre adversaire a une arme qui est aussi forte, ou en tout cas presque aussi forte que la nôtre. On ne commence pas nécessairement à contrôler le nombre de missiles, le nombre de jets nucléaires, etc. Mais dès qu'on a le nucléaire, aussi c'est que ça fait intervenir l'international. La communauté internationale essaye du mieux qu'il peut de calmer les jeux d'une certaine façon pour ne pas que la situation dégénère. Et dans le cas du nucléaire, la date butoir est 1998. Donc, on continue, si vous voulez, un petit peu le changement de la nature du conflit, hein, avec ce quatrième point. Par rapport à ce qu'on a vu avec 1947, on change complètement de nature. On touche un petit peu plus aux politiques et aux relations internationales. Autre événement par rapport au nucléaire et l'équilibre de la terreur, même si c'est un élément qui est secondaire et qui est plus ou moins lié au nucléaire, c'est l'obligation, en fait, l'intervention de la communauté internationale via, entre autres, les États-Unis, même si ce n'est pas les seuls joueurs qui interagissent dans ce conflit-là. Washington, en fait, demande au gouvernement pakistanais, puisque potentiellement, ce serait de là que viendraient les combattants qui vont troubler les cartes en Inde. On demande au Pakistan de rendre la situation plus calme en arrêtant les membres de groupes qui commettraient des actes terroristes en Inde. C'est une façon, en fait, pour Washington de s'assurer, en quelque sorte, après le 11 septembre 2001, qu'on n'a pas une escalade de la violence et qu'on demeure dans un certain équilibre. Évidemment, c'est une demande qui n'est pas facile à suivre parce que comment je pourrais dire, l'agence de sécurité ou l'armée, en fait, pakistanaise, a à quelques reprises perdu un peu le contrôle de ce qui se passe sur son terrain. Donc, elle n'est pas nécessairement capable de gérer tout ce qui se passe à travers cette insurrection qui, on l'a vu au point de départ, est une insurrection qui est civile. Donc, c'est pas si évident que ça d'empêcher, par exemple, les combattants d'aller s'entraîner dans les montagnes d'Afghanistan, passer au Pakistan et finalement se retrouver brouiller les cartes en Inde. C'est un petit peu hors du contrôle de l'armée pakistanaise, mais c'est quand même, on a mis beaucoup l'accent là-dessus depuis, bien sûr, le 11 septembre 2001, les attaques terroristes que tout le monde connaît. Ce qui nous amène cette intervention de l'extérieur à deux points de vue. Deux points de vue qui sont très différents. Hein, le point de vue, bien sûr, indien et le point de vue pakistanais. Donc, on a vu à l'intérieur des différents points, surtout les trois premiers, qu'on a une façon de voir les choses qui est très différente du point de vue pakistanais ou du point de vue indien et qu'on a des accusations mutuelles de part et d'autre. Hein, le Pakistan accuse, en fait, et c'est pour ça qu'on veut récupérer le Cachemire, accuse l'Inde de ne pas bien s'occuper de la population cachemiri.
On l'a vu tantôt avec le point 1, révolte contre le pouvoir indien. Et de l'autre côté, le Pakistan, c'est-à-dire l'Inde, accuse de son côté l'État pakistanais, donc l'armée pakistanaise, de former, on l'a vu tantôt, de former des militaires, des groupes paramilitaires, des rebelles pour brouiller les cartes de son côté. Donc, on a des accusations de part et d'autre. Il n'y a pas nécessairement de bons et de méchants, ni d'un côté ni de l'autre, mais ce sont des accusations qui font perdurer, en fait, qui font perdurer le conflit comme tel. Hein, du côté indien, d'accuser le Pakistan de former des extrémistes, de former des gens, des combattants qui vont combattre sur le territoire dans le but de récupérer le Cachemire. Et de l'autre côté, de se dire, ben, c'est un peu normal que les gens se révoltent. Hein. Nous, on fait rien du côté pakistanais. On part d'une révolte populaire qui est présente et c'est vous, les Indiens, qui l'avez créée, puisque vous délaissez d'une certaine façon la population, la minorité musulmane en Inde, qui, je rappelle, presque de 200 millions de personnes. C'est cela qui entraîne la révolte. Donc, chacun tire un peu la couverture de son côté au niveau de l'interprétation du conflit. Allons-y plus précisément donc au niveau du point de vue. Point de vue indien, c'est celui qui est le plus simple. Les deux sont très simples. C'est que l'Inde, en fait, a peur de ce qu'on appelle la contagion. Donc, c'est une autre raison qui se rajoute parmi toutes celles qu'on a vues. On a peur de la contagion. La contagion est que, un peu comme le mimétisme d'ailleurs, est une copie. Hein, on a peur au niveau du gouvernement central indien. On se rappellera que Gandhi, avec le Parti du Congrès ainsi que Nehru, favorisait une unité et une laïcité. Cette unité-là est encore présente en Inde. On pense être capable d'avoir une Inde unie, donc sans conflit entre les Indiens, les musulmans, les Sikhs, etc., entre les différents dialectes, les différentes langues, les différentes castes, bon, etc. On pense être capable, à l'intérieur de cette grande démocratie qui est l'Inde, d'avoir une mainmise sur la population qui est relativement paisible et avoir assez de calme sur le territoire. Donc, c'est cette unité-là qui est un petit peu contredite par le point de vue pakistanais. Point de vue pakistanais, toujours par rapport au Cachemire, et de dire cet État-là a été formé pour rassembler tous les musulmans de l'ancien empire des Indes, donc il serait un peu normal qu'ils reviennent au Pakistan. Mais l'Inde ne veut pas laisser partir le morceau du Cachemire parce que justement, on a peur de la contagion. On se dit, et là je ne rentre pas dans ces détails-là, mais on se dit si la province du Cachemire, qui est une province indienne, on la laisse quitter pour, peu importe que ce soit des bonnes ou des mauvaises raisons, on la laisse quitter pour faire partie du Pakistan, mais toutes les autres vont vouloir l'imiter. C'est ça la contagion. Toutes les autres provinces de l'Inde qui ont également d'autres problèmes, il n'y a pas juste le Cachemire, mais il y a d'autres provinces de l'Inde qui vont demander au pouvoir central d'être attachées à d'autres groupes. Donc, évidemment, on ne veut pas ça, sinon ça contribuait à la fragmentation de l'Inde, c'est-à-dire un petit morceau qui part d'un côté, le Cachemire, un autre morceau plus au sud, plus à l'ouest, plus à l'est, etc., etc. Donc, on ne veut pas ça, et ça, c'est le point de vue indien. Et de l'autre côté, le point de vue pakistanais, de dire ce morceau-là, le Cachemire nous appartient, parce que la décision du Maharaja en 1947 n'était pas la bonne, même si le contexte se prêtait un petit peu à ça, on l'a vu, mais n'était pas la bonne puisque la population est à 80% formée de musulmans. Donc voilà les 4 points 1, 2, 3, 4 et 5 que je voulais vous présenter par rapport à les ambitions géopolitiques des protagonistes au Cachemire. Merci.